imagine un personnage que tu adores. C'est bon? Tu l'as en tête? Pour toi, il est charismatique. Il a quelque chose. Il a quelque chose, franchement, qui te fait vibrer. Vraiment vibrer. Bah maintenant, imagine que d'un coup, ou petit à petit, cette aura, cette puissance, elle disparaît. Comme ça, d'un coup. Celui-ci t'a déçu, il est plus crédible du tout. Ou encore pire, ce personnage s'est détruit lui-même. Et toi, là, vraiment, on a parlé de trahison dans une autre vidéo, mais là, c'est vraiment un type complètement différent. Et bah, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, ici Kaito, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que je pense que la majorité d'entre nous déteste, même si parfois ça peut aider le scénario, c'est-à-dire le glow down des personnages. Alors attention, quand je parle de glow down, je parle pas forcément de mauvaise écriture. Un glow down, ça peut servir au scénario et être narratif, ça peut être psychologique aussi, mais ça peut aussi clairement être un oubli ou une mal-écriture de l'auteur. Ce qui nous prouve que même si on adore ces auteurs, ils sont pas parfaits non plus. Et ils peuvent pas satisfaire tout le monde. Car un glow down pour quelqu'un n'est pas forcément pour tout le monde. Même si je pense qu'il y en a certains dans ma liste qui vont mettre tout le monde d'accord. Comme d'habitude, je pourrais pas parler de tout le monde, donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires les personnages qui pour toi ont eu les pires glow down. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier personnage qui n'est pas juste un méchant, qui n'est pas juste un anti-héros. Mais c'est un génie et franchement, il en a marqué plus d'un. Vous avez peut-être deviné qui c'était puisque je parle de... notre cher Light Yagami Ukira. Il faut remettre dans le contexte de qui c'est. Ce jeune homme nous est présenté comme le lycéen parfait, l'enfant parfait qui ramène les meilleures notes, qui est beau, sportif, charismatique, poli et qui en plus de ça a un sens de la justice proche de celui de son père, puisque c'est le fils du chef de la police. Sauf que qu'est-ce qui fait un contraste et qui fait que ce personnage est ultra intéressant, c'est que ça c'est son image, c'est l'image parfaite qu'il montre et qui dégage. Mais intérieurement, en fait il y a plein de choses qui sont en contradiction. Même si celui-ci reste charismatique et beau parce que ça c'est son physique, intérieurement ce sens de la justice n'est pas du tout le même. Celui-ci trouve le monde horrible actuellement, il le trouve corrompu, rempli de criminels, et pour lui franchement la justice actuelle ça suffit pas pour punir tous ces criminels. Et c'est là que pour lui la solution à tous ces problèmes arrive du ciel. Oui, le Death Note lui arrive dans les mains, et c'est là que un criminel bien différent va naître, parce que là où un criminel a des armes plus ou moins conventionnelles, lui il a vraiment un cahier de la mort, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit nulle part. Et en plus de ça, celui-ci n'est pas impulsif quand il crée ses crimes, il est calculateur, il va venir expérimenter avant même d'utiliser son cahier pour ses intentions, puisqu'il va vérifier les règles du cahier, si les pouvoirs et les règles qui sont écrits sur le cahier sont vraiment réelles et bonnes, et observer petit à petit aussi comment vont réagir les médias et la police. Et c'est là que très vite celui-ci comprend qu'il va pouvoir assouvir une conviction. Il sera le dieu de ce monde, celui qui aura droit de vie ou de mort sur les gens en fonction de leurs bienfaits ou de leurs crimes, et ainsi rendre ce monde meilleur et moins immonde que ce qu'il a en tête. Très vite, nous, dès le début, on va le voir comme un génie, comme quelqu'un qui a tout vu, qui est cohérent, qui a tout pensé. Ce qui nous fascine, c'est pas son arme non conventionnelle, mais vraiment sa capacité à l'exploiter à son plein potentiel. Celui-ci anticipe les enquêtes, prévoit les différents soupçons qui pourraient lui arriver dessus, manipule le FBI et orchestre des morts en chaîne pour justement venir brouiller les pistes. Et dans ses plans, ce qui est terrifiant, c'est qu'il a aussi calculé le fait que il devra être soupçonné, parce que sinon justement le fait de ne pas être soupçonné, c'est justement un soupçon en soi. Mais très vite, quelque chose va nous faire changer notre vision et nous le faire rendre encore plus brillant. C'est justement un rival, quelqu'un d'aussi brillant que lui qui pourrait lui tenir tête. Et oui, je parle bien de l'arrivée de L, le plus grand détective du monde, et de ce duel psychologique qu'il va y avoir entre les deux personnages. Ils vont élaborer différentes stratégies, penser à toutes les possibilités, ils vont anticiper, manipuler des deux côtés. Et vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir deux faces d'une même pièce avec Light et L des deux côtés. D'un côté, L qui est marginal, et de l'autre côté, Light qui est idéologique. Ce qui rend Light impressionnant, c'est qu'il tient tête à L. Parce que même si elle arrive à
avoir l'avantage plein de fois à le mettre à dos, à faire des stratégies pour justement faire en sorte de montrer que c'est lui qui ira. Light, lui, improvise. Il arrive à mentir sans trembler, manipuler toute la force de police et même la force cachée qui est du coup dirigée par elle sous le nez de son père et sous le nez de elle. Il va même à un moment jusqu'à perdre la possession de son cahier et prévoir de le retrouver plus tard juste pour qu'on ne le soupçonne plus. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il est obligé d'être parfait, d'être vraiment parfait face à elle si jamais il veut s'en sortir. Et il va réussir, puisqu'à un moment, il va gagner. Sauf que la mort de elle, qui pour lui est une énorme victoire, en fait, c'est le début de sa chute. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de miroir, il n'y a plus de rival. Light, qui avant était toujours sous les regards de elle, était toujours un prédateur traqué en fait. Maintenant, c'est lui qui a toutes les cartes, c'est lui le maître du jeu. Il va même jusqu'à devenir elle. Il a vraiment tout en main. Pour lui, c'est fait en fait. C'est acquis, c'est lui le dieu de ce monde. Parce que sans elle, en fait, pour lui, il n'y a plus personne à sa hauteur. Mais vraiment plus personne. Et c'est là qu'on va voir que il va commettre plein d'erreurs par la suite. Son rire va venir de plus en plus fréquent. Il va venir pas faire attention à plein de choses. Il va même laisser place à l'imprévu. Ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Avant, il aurait calculé toutes les possibilités pour avoir la meilleure solution. Puisque là, il va voir que Nier n'a pas le charisme de elle. Il n'a pas sa présence non plus, ni son aura. Et c'est le cas de Melo aussi, qui est plus impulsif, qui est moins calculateur. Et c'est exactement pour ça que Light va les sous-estimer. Il va plus déléguer, il va moins vérifier les informations si ses stratégies marchent. Et il va même faire confiance à Mikami un second, sans même revérifier derrière lui et faire gaffe à tous les détails. Et là où un Light au début, avec un L en face, aurait tout vérifié, tout prévu, se serait méfié de toutes les éventualités. Là, tout ce qu'il veut, c'est une victoire spectaculaire. Il veut que tout le monde voit son intelligence, voit à quel point c'est devenu un dieu. Et c'est cette complaisance, cette vanité, et surtout cette haute estime de lui-même qui va annoncer sa chute. Car le Light calme, posé, calculateur, il a complètement disparu. Puisqu'on voit qu'il laisse ses émotions passer avec d'abord une joie, car son plan pour lui avait complètement marché. Donc après, il va crier, nier, paniquer, accuser les autres, désespérer et mourir comme s'il était redevenu l'humain pathétique qu'il méprisait. Puisqu'à ce moment-là, il était redevenu faible, mortel et terrifié. Et cette deuxième partie de Death Note et cette chute de Light, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne l'ont pas aimé. Et je trouve justement qu'au niveau du scénario, c'est magnifique, c'est splendide, car ça nous fait vraiment un contraste et une chute qui en fait est logique. Même si on est d'accord que pour nous, c'est un gros Glodin. Alors que le deuxième Glodin, comment vous dire, lui m'a fait réellement mal parce que j'attendais beaucoup de ces personnages et vu comment il a fini, c'est pas possible en fait. Ah, Kaname Tosen. C'était vraiment un personnage que je trouvais fascinant. Il était aveugle, calme, il avait vraiment une philosophie et une psychologie qui était vraiment ultra intéressante et détaillée. Et celui-ci était vraiment obsessionnel sur sa notion de la justice. Il nous posait à chaque fois une vision assez cohérente et rationnelle du monde et de la façon dont il doit fonctionner. Il va même recadrer Zaraki avec Komamura au début de l'œuvre. En plus de ça, je suis désolé, tu vois le gars, il a un flow. Il a un flow, c'est assuré. Regardez-le. Qui ne peut pas dire qu'il a un flow? Et son pouvoir, il est trop bien. Son pouvoir, c'est vraiment excellent. 何も聞こえねえ。C'est vraiment plonger les autres dans la vision qu'il a lui en tant qu'aveugle, mais à un stade qui est encore plus évolué. Et au moment où on est le plus dérouté, on le voit trahir. Lui qu'on pensait le plus accroché à la justice, et à ce moment-là, pour nous, c'était vraiment la Soul Society, la justice. À ce moment-là, il se barre avec Aizen. Et nous, on est en mode... What the fuck? Surtout que on est comme Komamura. Komamura, il est en mode dans l'incompréhension totale et il aimerait avoir des explications. Et vu le flow du type, ce qu'il nous raconte sur sa psychologie, sa philosophie et tout, mais nous aussi on veut des réponses. Et on va le voir que par intermittence au Ekomondo, donc on n'aura jamais de réponse. Et on va devoir attendre Karakura pour avoir réellement une réponse. Et franchement,
ça valait pas l'attente. Parce que là où le Glowdowne de Light, franchement, j'ai quand même kiffé Death Note et l'écriture était vraiment incroyable. Là, Tosen, franchement, la déchéance. Déjà, dans un premier temps, quand il devient en holo avec son masque et tout, là, à la rigueur, il a un peu moins de flow, mais franchement, ça passe. Mais là, quand il devient une espèce de mouche immonde et qui récupère la vue, c'est quoi ce Glowdowne? Le frérot, il a un flow de baiser et tu deviens une mouche. Une espèce de mouche immonde. Surtout qu'en plus de ça, avec cette gueule-là, tu deviens arrogant et colérique. Je vois, oui, je vois. Maintenant, tu vas me dire ce que tu vois, monsieur le petit malin. Qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? Réponds comme moi. Non, c'est pas possible. Comment tu peux changer à ce point-là? Franchement, je comprends pas. Et le pire dans tout ça, mais c'est qu'il meurt vraiment de manière nulle. Sa mort, elle est nulle. Le frérot, il se fait défoncé par derrière par son second. Fauche. Kazeshini. Enfin, son ancien second, vous m'avez compris. Et le Tosen d'avant, il était aveugle, mes frérots, il sentait ta présence et jamais de la vie, il se ferait avoir par ce genre d'attaque. Et là, il se fait avoir par cette attaque juste après avoir recouvré la vue. Donc normalement, tu recouvres la vue, t'es encore plus fort que ce que t'étais avant. On l'a déjà vu avec d'autres personnages dans d'autres animés, des personnages qui justement n'avaient pas la vue, et ils ont eu des sens en plus, ils ont même développé un sens supplémentaire, et quand ils ont recouvert la vue, là, c'était un plus, quoi. Non, là, vraiment, quand Tosen il se transforme, on a vraiment l'impression que avec sa transformation, en fait c'est le personnage qui est mort, hein. C'est son charisme, c'est toutes ses émotions, c'est toutes ses idéologies, en fait c'est vraiment une perte d'identité qu'il a eu en se transformant. Et tant qu'on parle d'espoir brisé et de charisme brisé sur un personnage, je suis obligé de vous parler de lui. Alors oui, attrapez pas ma veste. Moi j'ai commencé par Dragon Ball avant Dragon Ball Z, donc j'ai suivi l'histoire de Goku, donc j'étais plus attaché à Goku de base. Mais Gohan, j'avais vraiment énormément d'espoir. Depuis qu'il est tout petit, on te dit que le frérot c'est un gamin, il a plus de force que Goku et Piccolo qui sont censés être les plus forts du verse à ce moment-là. Après Raditz, mais Raditz vient juste d'arriver. T'es là en mode le gars, il a un potentiel énorme. Et tu t'en rends compte et tu kiffes. Franchement, ce gamin, même s'il a pas envie de se battre, son potentiel il va le développer sur Namek. Sur Namek, il devient incroyable. Quand il revient sur Terre et que il a fait face au cyborg, après il s'est entraîné. Et franchement, quand il a été s'entraîner avec Goku, là mon gars, il a level up et quand on a vu qu'il était en Super Saiyan maîtrisé avec Goku, on était fou, on était là en mode frérot, le frérot, il est beaucoup plus jeune que Goku et il arrive à être à égalité avec lui. J'étais sûr que Vegeta et Trunks viendraient nous accueillir. J'ai le pressentiment que Cell est toujours vivant. Il a dû s'en passer des choses pendant notre absence. Et même avec ces petites remarques à droite à gauche quand ils sont en train de se poser avant la bataille du Cell Game avec Goku et Krillin, ou même ces remarques pendant le Cell Game où il est en mode On peut dire qu'il cachait bien son jeu, c'est incroyable d'être aussi fort. Je me demande pourquoi ils sont si surpris. parce qu'il est sûr que son père cache de la puissance. Et moi aussi, je pense que son père cachait de la puissance, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, Gohan avait un potentiel immense et même lui, il s'en rendait pas compte. Et là, nous, on est au summum. Le SCJ2, l'éclatement de puissance qu'on attendait pour ce personnage. Mais vient l'arc d'après, l'arc Grid Saiyaman. Et vous allez peut-être vous attendre à ce que je vous dise que Grid Saiyaman, c'est le Glowdowne de Gohan. Mais non, même s'il a baissé en puissance à ce moment-là, parce qu'en fait, il a suivi ses envies en temps de paix, là, franchement, pour moi, c'est pas un Glowdowne. Il a juste suivi ses envies, il a baissé en niveau, et contrairement à ce que dit Vegeta, oui, c'est certes pas entraîné, et il avait un potentiel énorme à l'arc-bout, et Vegeta, il l'a dépassé parce que celui-ci n'a pas continué à s'entraîner, mais c'est pas pour autant que, à ce moment-là, il m'a déçu. Gohan, on le revoit petit à petit se remettre à s'entraîner, il nous permet de développer de nouveaux personnages comme Videl, Goten, Trunks, et même, il tient tête à Dabra et il se remet en colère face à Dabra et retrouve son SSJ2. Et après ça, on le revoit un peu plus tard, il se transforme en Mystic Gohan, qui n'est d'ailleurs pas une transformation, mais vraiment le réveil de son potentiel latent. Et là, Mystic Gohan, il a vraiment la classe. Il a vraiment la classe face à Super Boo. On voit que il a de la puissance, le gars. Il a de la puissance. Mais moi, je sais pas. Il y a un truc qui m'allait pas dans ce Mystic Gohan, et pour moi, c'est le début du Glowdowne. Car face à Boo, j'avais l'impression de voir réellement un Saiyan. On nous vend Gohan depuis le début comme quelqu'un qui n'a pas envie de se battre, qui n'est pas arrogant et ainsi de suite. Et déjà, contre le SSJ2, c'est un aspect, même si j'avais kiffé la transformation, c'est vraiment un aspect qui m'avait saoulé. Le fait que celui-ci soit arrogant comme son père, comme Vegeta
Hinata, alors nous a vendu Gohan comme quelqu'un justement qui n'avait pas envie de se battre et qui essayait de faire tout pour finir les combats vite et montrer toute sa puissance pour en fait protéger les siens. Parce qu'il y a que à ces moments-là que Gohan combat. C'est pour protéger les siens. Et quelles que soient les versions de Gohan, parce qu'on l'a bien vu avec Mirai Gohan, qui donne tout à chaque fois pour finir ses 17 et ses 18 du mieux qu'il peut, même si malheureusement il n'arrivera pas à le faire. Sauf que là, en Mystic Gohan, il est arrogant, et moi j'avoue que ça pour moi c'était le début du Glowdown. Mais le pire, oh là là, c'est quand Goku il arrive. Oh là là, parce qu'il y a Boo qui va du coup absorber Gotenks, et là, Gohan, il y a Goku qui arrive pour venir fusionner avec Gohan. Il arrive même pas à attraper une boucle d'oreille. Ce Mystic Gohan, on le voit 2 secondes, il est arrogant. Et en plus de ça, le frérot, il est censé arrêter tous les attaques à la super vitesse et tout. Et il n'arrive pas à attraper une boucle d'oreille. Surtout qu'après, il se fait absorber lui aussi par Boo. Et les seules fois où on le revoit, c'est dans Dragon Ball Super ou dans Dragon Ball GT. Et que ce soit dans les deux versions, Gohan, il a pas un énorme traitement. Franchement, il est pas fou dans les deux. Et je vous parlerai même pas de Gohan Beast parce que Gohan Beast, oh là là, pour moi c'est quoi cette abomination? C'est un SSJ2 adulte avec des coloris un petit peu particuliers juste pour vendre des figurines. Non, franchement Gohan Beast, j'accroche pas les gars. Non, je suis désolé, mais pour moi Mystic Gohan a marqué le glowdown de ces personnages. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui seront pas d'accord. Et dites-le moi dans les commentaires. Donnez votre avis, il n'y a pas de souci. Et j'en profite pour vous dire que si vous aimez la vidéo, pensez à défoncer ce pouce bleu. Si jamais vous voyez toujours pas votre personnage dans la vidéo, vous énervez pas, soit il apparaîtra pas, parce que je pourrais pas mettre tout le monde, soit il apparaîtra plus tard. Mais dans tous les cas, mets-le dans les commentaires, comme ça on est sûr qu'on verra ton personnage dans cette vidéo, même si c'est pas dans l'espace vidéo. Passons à notre troisième œuvre. Oui, je dis bien troisième œuvre, parce que dans cette œuvre, pour moi, il y a 2 personnages qui ont un glowdown, et j'ai pas pu choisir entre les deux, parce que franchement, c'était pas possible. Oui, l'œuvre dont je vais vous parler, c'est Naruto. Normalement, vous connaissez tous. Et si on parle de l'anime Naruto et du coup pas l'anime Naruto Shippuden, il y a des personnages et des combats qui nous ont réellement marqué. Le combat qui personnellement m'a le plus marqué dans tout Naruto, ça restera Rock Lee face à Gaara. Quelle vitesse! Incroyable! Mais moi j'adorais le personnage de Rock Lee dans Naruto, franchement son développement était incroyable, il nous montrait qu'avec de la volonté et du pouvoir, même si je faisais pas partie d'une lignée, je pouvais devenir ultra fort, et il nous l'a prouvé face à Gaara, même s'il a pas gagné, il nous a montré qu'en fait il pouvait le mettre à mal là où des génies n'ont pas pu le faire. Et il nous a montré qu'il était capable de mettre des génies à mal, puisque Sasuke... Mais qu'est-ce qui m'a pris de croire que Sasuke pourrait se faire battre par ce minable? L'ombre de la feuille morte! Et Rock Lee lui a fait frérot, ton Sharingan, moi fleur du lotus, tu dégages. Non franchement, Rock Lee c'était la classe incarnée dans Naruto. Surtout que c'est pas fini, comme par la suite il nous a fait la technique de l'ivresse contre Kimimaro. Franchement Rock Lee, incroyable. Et le deuxième personnage qui était très stylé dans Naruto aussi, c'est la personne que Rock Lee justement idéalisait et n'arrivait pas à battre, Neji Hyuga. Et Neji, que ce soit le combat contre Naruto, sa remise en question et ainsi de suite, franchement il pétait la classe Neji. Et lui aussi qui croyait au début à la fatalité et qui voulait montrer que la branche secondaire pouvait être meilleure que la branche principale. Et vu comment il était un génie, bien sûr qu'il a démontré. Mais Naruto lui a montré qu'en fait c'était pas une fatalité. Et on revoit Neji pour aller chercher Sasuke. Et là franchement incroyable. Neji une fois de plus là, il nous montre la puissance énorme qu'il a. Et même s'il finit à mal, franchement, Neji masterclass. Sauf que pour ces 2 personnages, on va avoir un gros glowdown pour cette deuxième partie de l'œuvre. On va commencer avec le moins pire. J'ai bien dit le moins pire, c'est-à-dire Neji. Bon, Neji, il a pas réellement une apparence qui change vraiment entre la première et la deuxième partie de l'œuvre. Et dans cette deuxième partie, franchement, on n'a pas vu non plus énormément de techniques. Certes, il a eu ses petits coups de pouce, ses petits développements à droite à gauche, mais c'est pas non plus incroyable comme dans la première partie. C'est plus centré sur les Uchiwa, les démons que les Kage. Et Neji, il est un peu mis de côté. Mais le pire, je pense que pour Neji, c'est sa mort. Parce que Neji, qui lui haïssait la première branche, haïssait du coup Hinata, il va finir en essayant de la protéger, elle et Naruto. Il va se prendre des espèces d'ongles de bois de Jubi. Ça pourrait être triste et héroïque, mais franchement,
Ça m'a pas marqué cette mort. Pour moi, c'était juste un truc posé là. Vas-y, il fallait le moment émotion, il fallait lui mettre un petit peu de temps d'écran, donc on le met là. Et finir comme ça, après tout ce qu'il nous a montré avant, franchement, c'est un gros boulot d'homme. Mais au moins, lui, il a le droit du temps d'écran. Alors que Rock Lee... Rock Lee nous a offert un des plus beaux combats, voire le plus beau combat pour moi de tout Naruto. Il finit comment, Rock Lee? Bah, il finit par aller ouvrir quelques portes de plus et puis c'est tout, quoi. Là où son maître Gaimato a une mise en avant et franchement a level up de fou. Il était déjà ultra cool hein, dans la première partie, mais dans la partie 2, oh là là, Gaimato c'est le GOAT, le GOAT. Bah, il est un peu mis à côté. Parce qu'en fait, tout ce qu'on nous a montré avec Lee, bah en fait, on l'a transposé dans Guy pour pouvoir mettre Guy en avant. Et Lee, du coup, bah, il a été éclipsé par son maître. Bah, dans cette deuxième partie, sans Glowdown, c'est qu'en fait, on le voit plus. Et franchement, c'est dommage. Même si je comprends pourquoi c'était fait comme ça, parce que, bah, le mettre en avant, pour le mettre en avant, ça servirait pas grand chose au scénario, ça ne servirait pas et ça nous intéresserait pas. Mais franchement, ayant vu le combat Rock Lee vs Gaara, ayant vu tout le développement de Lee au début de l'œuvre, franchement, ça me fait mal au cœur et pour moi, c'est un gros Glowdown et ça m'a vraiment trahi dans mon petit cœur. Et pour moi, c'est ça un Glowdown. C'est un personnage qu'on a surkiffé et qui petit à petit bah en fait est devenu une version moins bonne de ce qu'il était avant, a perdu son charisme, a eu un physique qui est moins beau, d'autres raisons qui font que bah ça nous a provoqué en nous en fait un sentiment de manque, un sentiment de trahison où on était là en mode ah ça fait mal, tout ça pour ça. Je pense que vous en avez d'autres en tête donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pourrez faire une partie 2 si ce genre de vidéo vous intéresse et comment je pourrais voir si ça vous intéresse, bah dites-le moi dans les commentaires et likez la vidéo. Mais j'arrête avec l'autopromo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.